Une histoire incroyable, rocambolesque, une histoire comme il n'en existe qu'en Israël, on va dire ça comme ça. J'ai le plaisir de vous présenter Yaakov Wexler, ou alors Romuald Yaakov Wexler Vasquinel, c'est comme vous voulez. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Merci d'avoir accepté de vous livrer, de nous raconter une tranche de vie. C'est mon obligation parce que c'est l'histoire. Donc, si on parle il y a beaucoup de négationnistes qui parlent que c'est pas vrai. Il n'y avait pas Shoah, il n'y avait pas de massacre des Juifs. Voilà, je suis un témoin. Alors, vous êtes un témoin et pas n'importe quel témoin parce que vous avez grandi en Pologne, oui, d'où votre accent. Voilà. Oui. Oui. Vous avez vécu en Pologne de nombreuses années. Oui. Quasiment toute votre vie. Toute ma vie, oui. Toute ma vie. Presque toute ma vie. Mais je ne sais pas combien d'années m'a resté ici, mais pas beaucoup. Et vous avez fait votre alia, on va dire, il y a 10 ans. Je n'ai pas mis alia parce que l'État d'Israël n'a pas soit d'accord que je sois juif, C'était compliqué. C'était compliqué. Alors, donc je suis venu avec le visa Toshav Raï, ensuite Toshav Toshav Keva. Ensuite j'ai reçu Ezrachut, donc Ezrach. Citoyen. Et à la fin la Théodate Zéhout et la nationalité la fin, je suis juif. Alors, pourquoi c'est tellement compliqué ? Parce que notre ami Yaakov Wexler a été prêtre pendant, on va dire, environ 50 ans. 50 ans, oui. Voilà, prêtre polonais. Oui. Vous avez grandi... Prêtre catholique. Prêtre catholique, bien évidemment. Vous avez grandi dans une famille catholique très pratiquante. Très pratiquante. Vous alliez à la messe tous les dimanches avec vos parents. Et pourtant, vos parents qui vous ont recueilli, on comprend bien que vous étiez un enfant juif en danger, mais vous ne le saviez pas. Vous l'avez appris très, très tard. N'attendez pas à ce que vous soyez prêtre. C'était quand même une surprise pour eux. Oui, c'est-à-dire ma mère biologique, ma mère juive, quand il m'a rendu, quand elle a demandé que cette Polonaise me prend pour vous sauver. Pour me sauver, elle a utilisé des arguments qui étaient, comment dirais-je, presque prophétiques. Parce qu'il a dit à cette dame, écoutez, vous avez peur, je comprends, mais vous êtes croyante. Vous croyez en Jésus, pourtant il était juif. Donc sauvez mon bébé juif au nom de ces juifs dont vous croyez. Quand il deviendra grand, il deviendra prêtre. Et moi, j'ai entendu ça pour la première fois en étant 35 ans. Vous aviez 35 ans. Et vous ne saviez pas du tout que vous étiez juif. Je ne savais rien. Je soupçonnais. Ni adopté. Vous ne saviez pas. Non, c'était mes parents, c'était ma famille, c'était ma maman, mon père, et c'est tout. Donc je soupçonnais. Ah, vous soupçonnez. Je soupçonnais quand même. Et pour la première, parce que ce manque de ressemblance qui était toujours en moi. Oui, vous aviez une sœur et des parents auxquels vous ne ressembliez pas du tout. Pas du physiquement. tout. Il était slave, et moi j'étais d'une autre planète, cheveux noirs, un peu bouclés. Rien à voir. Rien à voir. Et parmi les copines et copains, j'étais d'une autre planète. C'était les enfants. On voit d'ailleurs derrière vous une très jolie photo. Vous êtes avec des petites filles blondes comme les blés. Voilà, j'étais tout seul, tout à fait différent. Donc je soupçonnais un peu. Et ensuite, pour éliminer tous les soupçons, je pensais que ma mère, finalement, pendant la guerre, était violée. Ah, vous avez quand même... Et ça, vous l'avez ressenti depuis l'enfance ? Oui. Depuis l'enfance. Parce que d'où suis-je ? Okay. Alors, vous avez grandi très heureux dans cette famille très aimante qui a même un jour vendu une vache pour vous acheter un accordéon. Oui, c'était quelque chose de... même aujourd'hui, quand je pense, j'ai tremblement de cœur et la gorge serrée parce que c'était les pauvres familles. Ils étaient paysans ? Non, mon père était prolétariat, on peut dire, comment on dit ça. Ouvrier, okay. Ouvrier, oui. Il n'était pas mais quand même, il avait les vaches, il avait le porc, il avait le poulet, parce que nous avons habité à côté de la ville d'une petite colonie.
dans une maisonnette. Et là, il avait... Alors, vous habitiez dans un village au nord de la Pologne. Oui. Voilà. Oui. Tout près de Stare, j'espère que je ne vais pas l'écorcher, de Stare Święcane. C'est pas tout près. C'est pas tout près? C'est Quelques kilomètres, combien? Non, non, beaucoup de kilomètres, parce que Stare Święcane, c'est maintenant Lita. Ok. Donc c'est à côté de Vilna. Et nous sommes partis en Pologne après la guerre, quand les frontières ont changé, et nous habitions au nord de la Pologne, près de Baltique, de la mer Baltique. Donc c'est loin, 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 loin. À tout après la guerre, à 1945, ma famille. Donc, biologique? Non. Votre famille Votre famille adoptive, on peut dire. Okay. On est allé en Pologne parce que dans ce territoire, dans cette ville, c'est devenu Soviet-Union, Russie, lituanien. Maintenant, c'est lituanien. Avant la guerre, c'était la Pologne. Donc, tous les changements après la guerre. Et nous habitions dans une petite ville au nord de la Pologne. C'est avant la guerre, était le Ostpreußen. Alors, comment votre famille adoptive vous a recueilli? Comment elle est rentrée en contact avec votre mère biologique? Oui, parce que dans le petit shtetl, pas seulement à Stare Święcane, mais en général, on a fait le ghetto dans une grande ville. Dans la petite ville, quand l'action Barbarossa a commencé, donc quand les Allemands ont entré, tout de suite on a entré à Einsatzgruppen. On a tué dans la petite ville des Juifs. C'était la Shoah par balle. Oui, tout ça, ils ont creusé les fossés, ils ont tué. Tué tous les Juifs par balle. Oui. Mais on a laissé toujours dans une petite shtetl quelques familles, Nützliche Juden, on a dit. Nützliche, cela veut dire les Juifs utiles. Donc le métier était utile pour les Allemands et pour les Goyim. Comme mon père était la meilleure tailleur. Donc votre père biologique. Mon père biologique, on l'a laissé vivre. Et moi, je suis né à 1943, il était encore en vie. Et je sais que le dernier transport de ma ville, qui a pris le reste des Juifs, c'était le 4 avril 1943. Moi, j'ai resté dans une famille polonaise. Et avec cette famille, à 1946, nous sommes partis en Pologne. Donc, Stare Święcane. Maintenant, il n'y a plus de Juifs. Il n'y a plus de Juifs là-bas. Alors, avant que vous découvriez toute cette histoire, parce que quand même, vous avez appris très très tard votre judaïté. Oui. Je n'ai pas voulu. Vous n'avez pas voulu voir? Je n'ai pas voulu ne pas être leur fils. C'est ça, parce que vous les avez adorés, vos parents adoptifs. J'ai adoré mes parents. Ils m'ont aimé d'une telle façon que je ne pouvais pas expliquer que je n'ai pas voulu qu'ils ne soient pas mes parents, tout simplement. Ils m'ont aimé. Cet accordéon dont vous avez parlé, c'est le signe de quelque chose bien sûr. Pas normal. Mais vendre les vaches pour acheter l'accordéon, c'est pourtant, après la guerre, c'était beaucoup d'argent. C'est la famille pauvre. On m'achète accordéon, voilà. Alors, ce qui est un peu rigolo dans votre histoire, c'est que le fait que vous soyez devenu prêtre était exactement à l'opposé de ce que votre père adoptif voulait pour vous. Il ne voulait pas du tout vous voir devenir prêtre. Elle n'a pas voulu parce qu'elle n'a pas cru que la parole de ma mère, c'était vraiment son désir. Parce que ma mère biologique, quand ma mère adoptive était au ghetto, et quand elle a voulu expliquer à ma mère biologique que c'est pas possible de prendre un petit bébé juif à 43, elle n'était jamais enceinte, et tout d'un coup un garçon, c'est dangereux. C'est le condamné. C'est le condamné à mort. C'est la peine de mort. Alors ma mère biologique lui a raconté sur Jésus qu'il était juif. Ouais, il sera prêtre. Elle a prophétisé, en gros, que vous seriez prêtre. Elle a prophétisé. Alors, mais mes parents n'ont pas voulu. Mon père était persuadé que c'était la parole de ma mère biologique, tout simplement une personne, est une sorte de... un argument pour qu'on vous adopte. Pour que nous adopte. Il avait raison, probablement. Oui, mais je ne peux pas être quand même
prêtre parce que je suis juif, c'est pas ma vie. Sauf que vous ne le saviez pas, et pour vous, comme on peut l'être à l'adolescence, un peu frondeur, un peu contre son parent, on s'oppose, vous avez dit, si, pourquoi tu es pratiquant, tu vas à l'église, pourquoi je ne serais pas prêtre? Parce que moi, je n'ai rien compris de bien tout sûr, ça. évidemment. Il était tellement religieux, tout d'un coup, il ne veut pas que son fils soit prêtre. C'est quelque chose inexplicable. Moi, j'étais tellement persuadé que quelque chose ne marche pas. Je voulais se convaincre. Qu'est-ce que cela veut dire? Alors, il voulait que vous soyez plutôt médecin ou même artiste. Pourquoi pas? Il aurait même préféré ça. Oui, avant, il n'a pas voulu que je sois artiste, mais dans le dernier argument... Il a dit, allez, même artiste, je suis d'accord, mais pas prêtre. Pas prêtre, oui. Et moi, je me suis décidé au contraire, et je suis allé au séminaire. Finalement, mon papa est venu après quelques semaines au séminaire pour me rendre visite. Il a pleuré à la chapelle. Vous aviez rendez-vous dans une chapelle parce qu'en fait, il n'en pouvait plus, il voulait vous dire la vérité. Oui. Il a réussi? Pas du tout. Pas du tout, il est mort. Après sa visite au séminaire, là on dit, le jeudi, il était mort. Donc il est venu vous voir le lundi pour vous dire, voilà, en fait, t'es juif, c'est pour ça que je voulais pas que tu sois prêtre. Oui, c'est ma mère qui a dit qu'il est venu pour te dire que c'est pas ta place. C'est pas ta place. Je suis croyant, mais c'est pas ta place. Mais il n'a pas pu parce que moi, je n'ai pas voulu être prêtre, j'avais peur d'être juif, j'avais peur d'être juif. Pourquoi? Parce que personne n'a pas dit quelque chose de bon sur les juifs. Oui, parce que dans tous les établissements que vous avez connus, dans la rue, on parlait des juifs, c'était pas génial, quoi. C'était pas génial, et encore, quelque chose le plus effrayant, ils ont tué Jésus. Et moi, j'étais tellement attaché à Jésus que je n'imaginais pas que je pouvais être parmi ceux qui ont tué Jésus. Non, c'est pas possible. Et c'est pourquoi Vous avez toujours rejeté cette idée-là. Oui, j'ai rejeté. Voilà. Alors pourtant, après donc, le décès de votre père, vous êtes un peu, plutôt même beaucoup perturbé, très perturbé, mais vous restez au séminaire. Oui, parce que je pensais que mon papa a eu peur que je sois le mauvais prêtre. Un mauvais prêtre. Le mauvais prêtre. Ça veut dire quoi, un prêtre Un prêtre qui n'est pas fidèle. Vous savez, c'est le célibat, par exemple, dans l'Église catholique. Moi, j'avais beaucoup de copines. Alors, il pensait que voilà, avec mon tempérament, tout ça... Ça n'allait pas être possible. C'est pas possible. Alors, j'ai dit, papa, ta mort, c'est le défi pour moi. D'être un bon prêtre. Oui. Ok. Alors, le temps passe, vous finissez, vous êtes ordonné prêtre, etc., etc. Et puis, avec le temps, un beau jour, vous savez, c'était le 68. C'était une année dont je ne vous ai pas parlé encore. 1968. Oui. C'est pour la première fois, en Pologne, on commençait les actes antisémites, on a rejeté les juifs de la Pologne, mais moi, je n'étais pas juif, donc ça ne m'a pas intéressé du tout. Je suis allé le 1er novembre 68 au cimetière catholique, je suis allé au tombeau des soldats russes pour prier tout simplement. Et j'ai vu qu'on a écrit 1941-1945. J'ai dit, pourquoi 41? Pourtant, la guerre a commencé à 39. Qu'est-ce que les soldats russes ont fait pendant des années? J'étais déjà les étudiants à l'université catholique. Oui, on ne l'a pas précisé, mais en plus d'être prêtre, vous étiez professeur à l'université catholique de Pologne. J'ai fini les études philosophiques encore à Lublin. Donc... du cimetière, je suis allé chez mon collègue qui a étudié l'histoire et je lui ai posé la question, écoute, je ne sais pas, mais pourquoi les soldats russes ont commencé la guerre à 1941. Il m'a donné le livre tout simplement. Il a dit, oui, c'est notre étude qui était toujours handicapée. Il m'a donné le livre d'Oskar Halecki sur la guerre. C'est un historien qui a vécu la guerre à Londres. Et j'ai ouvert ce livre et j'ai trouvé l'histoire de l'Holocauste.
extermination des Juifs. C'était la première fois que vous... C'était la première fois que je tombais sur cette fait. Alors, je commençais à pleurer. J'ai dit, mon Dieu, c'est peut-être ma mère n'était pas violée. Peut-être j'avais une autre mère. Peut-être j'avais une autre famille. C'est là que vous avez commencé à comprendre. Et comme ça, je commençais à revenir. Je cherchais tout de suite les livres sur mon ville natale. Je trouvais que là, il y avait la plus grande minorité. Mais alors, comment vous avez fait? Vous avez été parler d'abord à votre mère adoptive. Oui, mais elle n'a pas voulu parler de la guerre. C'était aussi un petit signe. Donc, je lis le texte sur les Juifs. Elle a commencé à pleurer. Alors j'ai posé la question, maman, pourquoi pleures-tu? Suis-je un juif? Elle a sangloté, elle a crié, est-ce que je ne t'aime pas? Pourquoi cette question? Pourquoi cette question? Alors je sautais de... Vous n'avez pas voulu lui faire de la peine plus? Oui. Donc vous avez laissé tomber avec elle? Non. Vous n'avez pas essayé de chercher ou vous avez cherché quand même? Encore 3 ans. 3 ans. J'ai travaillé avec ma maman sur la guerre. Je voulais, c'est seulement elle qui puisse me dire la vérité. Bien sûr. Bien sûr. Voilà. Donc vous aviez à l'époque 35 ans. Vous apprenez que vous êtes juif de la bouche de votre mère, qui vous donne votre nom. Non, elle ne savait pas mon nom. Elle a dit c'était trop dangereux, ton nom, c'était la peine de la mort. Ta maman a répété quelques fois, mais je n'ai pas voulu garder. Donc je posais la question. Donc vous ne saviez pas qui vous étiez en fait? Non. Aucune idée. Aucune idée. Alors je demandais, maman, mais qu'est-ce que tu sais de ma famille? Enfin, qu'est-ce que tu sais? Elle a dit, ton papa était tailleur. C'était la meilleure tailleur dans cette petite shtetl. Et tu as eu aussi un frère, Samuel. Quand j'étais au ghetto, il y avait un petit gosse. Il avait peut-être 4 ans, il avait 3 ans. Maintenant, je sais parce que j'ai trouvé ça. Ouais, ça c'est ça qui est voilà. dingue. Donc, après, je savais que mon père était tailleur, que j'avais le frère Samuel, et encore, elle a dit, tu l'as de ta mère. C'est tout. Donc vous étiez prête quand même depuis 12 ans et vous avez continué à être prête, c'est ça qui est quand même fou, parce qu'on sent bien un déchirement entre 2 identités. Moi, je n'ai pas senti tellement de déchirement parce que je ne fais rien du mal. Et dès le moment que j'ai appris que je suis juif, j'aimais tellement les juifs que je n'avais pas de déchirement. J'avais seulement... Et encore, il y avait le Concile Vatican II, vous savez, en 65. Il y avait le Concile Vatican II, et le Concile Vatican II a changé tout à fait l'enseignement sur les juifs. On ne peut pas dire que le juif... Le juif peuple déicide, c'était terminé. Voilà, c'était effacé. Les juifs n'ont pas tué Jésus. Le Dieu n'a pas rejeté les juifs. Donc là, déjà, ça allait mieux pour vous. Oui, bien sûr, on a changé. Alors j'avais l'espérance que j'ai quelque chose à faire dans l'Église. Avec mes racines juives, je peux quand même améliorer la situation. Je pensais comme ça. Vous pensiez comme ça. Donc, parce que vous avez continué à être prêtre jusqu'à très tard, 2016. Oui, parce que en 2009, je me suis décidé à aller en Israël. À la retraite? Oui, j'étais à la retraite, je pense. Mais je ne sais pas, je ne suis pas décidé d'y rester. Non, juste pour venir, pour chercher plus d'informations sur votre famille? Non, un peu de la langue, un peu connaître Israël. Et pourtant, ma mère était sioniste, toute ma famille était sioniste, donc c'était le rêve de ma mère. Donc je pensais sur Israël comme... Le rêve de votre mère biologique, on précise, parce que il ne faut pas qu'on s'embrouille, c'est un peu compliqué. Non, c'est ma mère biologique, bien sûr, bien sûr. Alors, comment parce que vous nous sautez des étapes, il y a tellement de choses à dire que on comprend. Comment vous avez trouvé votre nom de famille et à qui vous apparteniez en fait? Grâce à la profession de votre père? C'est comme ça? Oui, c'était un fait décisif parce que quand quelqu'un de la Pologne est venu ici, en Israël, on a fait une réunion de Juifs qui ont survécu la guerre de Manchtettel. Et quand cette dame a dit que voilà, en Pologne, il y a en vie un vieux garçon qui a dit qu'un fils de tailleur, né à 43,
Donc tout le monde... Dans le petit village. Dans le petit village. Alors tout le monde a crié, mais c'est Yankele Wexler. Il n'y avait pas d'autre. On a ouvert le Sefer Zikaron, on monte sur les photos de sa mère. Et cette dame est venue d'Israël en Pologne, Pologne, à Lublin, avec les photos de ma mère, mon nom, mon prénom. Alors j'étais ravi. Qu'est-ce que vous avez ressenti? Enfin, écoutez, on peut pas. Qu'est-ce que je... Douleur et joie, je peux dire. Douleur, une grande douleur que je sens jusqu'à maintenant. Vous savez, une chose que je désire, c'est les rencontres. Je vais rencontrer mes parents. Je vais rencontrer mon frère. Je ne vais pas mourir, mais je vais le rencontrer. Parce qu'on m'a privé de ma naissance quelque chose qui n'est pas normal. On m'a pris, on m'a arraché. Donc, je voulais le rencontrer. Donc, une grande douleur, quand même, une grande douleur. Parce que vous avez bien évidemment compris que ce n'était pas possible. Oui, mais d'autre part, la joie, parce qu'on a appris qu'il y a en Israël, en Netanya, les frères de mon papa. Le frère de mon papa et la sœur de mon papa. Alors, quand je suis revenu pour la première fois à juillet 92, j'ai rencontré à l'aéroport le frère de mon père. Comment vous avez fait pour vous reconnaître Ah, voilà, c'est aussi une histoire. Parce que mon oncle, il était parce qu'il est mort. Il est mort. Il était très, très croyant. Très croyant. Très religieux. Un juif très pratiquant. Très pratiquant. Un juif très pratiquant. Moi, j'étais aussi juif très pratiquant. Sauf que vous étiez prêtre. J'étais prêtre. Donc, je n'ai pas lui envoyé les photos avec le col de prêtre pour ne pas l'énerver. Mais je lui ai écrit, écoutez, quand j'étais à l'aéroport, écrivez sur la carte Wexler, je vous approche. Je regarde, il n'y a rien à l'aéroport, donc j'ai pris ma valise et je marche lentement en regardant à droite, à gauche, et tout d'un coup, un monsieur plus âgé que moi maintenant jette la canne et m'embrasse. J'étais comme ça, j'ai dit, mais écoutez, d'où vous savez que c'est moi? Il a dit, petit, tu marches comme ton papa, c'était mon frère bien-aimé, je n'ai pas aucun doute que tu es le fils de mon frère. Et nous sommes arrivés à Netanya, je vois le même médicament que je prends moi. Oui. Et moi, je suis daltonien, il est daltonien. Donc, le code génétique, tout de suite, a répondu la vérité. Il était très, très content. Mais encore, le jour après, il a dit, mais tu vas avec moi à Bet Knesset? Je dis, écoute, à Jésus, où il allait? Il n'a pas connu l'église. Il était à Bet Knesset. Alors, vous avez été avec lui? Waouh, il était si content. Il a pleuré. Il m'a donné talit. Tous, qu'est-ce que vous avez ressenti de vous retrouver à la synagogue avec des juifs, avec un talit sur le dos? Je suis revenu chez moi. Pourtant, je ne suis pas né dans la famille catholique. Je ne suis pas né chrétien. Je suis né juif. Et enfin, je suis revenu chez moi. Alors qu'à l'époque, j'étais encore prêtre. Donc. Bien sûr, vous étiez encore prêtre et vous étiez... Écoutez, j'étais un bon prêtre. On ne peut pas rejeter tout de suite. Non, j'imagine que c'était ça a été un très long chemin, en tout cas pour vous, puisque vous avez en fait attendu la retraite, de terminer un peu tout ça. Dans l'église, mais l'église n'a pas voulu que je sois. C'est ça, c'est-à-dire que vous êtes dit, je pourrais être juif et pourquoi pas continuer à travailler au sein de l'église catholique en Israël, sauf que l'église n'a pas voulu. C'est-à-dire, l'église n'a pas donné rien à travailler. Donc, je cherchais, et finalement, je me suis décidé de revenir chez moi. C'est mon ami, Rav de la Pologne, Michael Schudrich. Il m'a dit, Jacob, tu es venu chez toi. Mais tu n'as pas entré dans ta maison. Ouais. C'est ça. Donc, Israël, c'était pas suffisant. Il fallait revenir en tant que juif et puis revenir prendre votre part. Et finalement, j'ai reçu aussi aide on peut dire, de mon corps et de mon sang, parce qu'on a fait examen de mes DNA. Et
Pour prouver que vous étiez juif. Pour prouver, je suis 98,9% juif ashkenazi. Ouais, donc vous n'avez pas eu besoin de vous convertir en fait, parce que vous n'aviez pas de document qui prouvait, qui attestait que vous étiez juif. C'était le problème, parce que donc je n'avais pas ni acte de naissance, ni cloum. J'ai rencontré ici ma famille, mais on m'a posé la question, est-ce que quelqu'un de votre famille a vu toi sur les mains de ta mère? Non, alors personne. Tu n'es pas témoin, tu n'as pas acte de naissance, d'où tu savais que tu es juif. Mais vous étiez prêt à vous convertir, à faire un oulpad de conversion? Oui, j'étais prêt. Vous étiez prêt? J'étais prêt parce que, vous savez, mon désir profond, très profond, c'est être enterré au cimetière juif et sur ma matzeva écrire le prénom de mes parents et de mon frère. Il n'y a pas de traces. Ils sont effacés de la terre. Et comme ça, je peux comment dirais-je, faire revivre, faire mémoire. Si quelqu'un puisse lire, il peut lire Batia, Yaakov, Shmuel, Wexler. Voilà, ils sont revenus à la mémoire. Alors, ce qui est incroyable, c'est que non seulement vous avez retrouvé la famille de votre père, mais vous avez aussi retrouvé la famille de votre mère. Oui, j'ai trouvé, c'était le 4e jour de la fête de Hanouka. On m'a demandé... Quelle année? 2012. 2012, oui. Ok. Donc avant, oui, 2012, que vous veniez vous installer en Israël. J'étais encore prête, tout ça. Encore prête, c'est fou. Ouais. Et encore, on m'a demandé de venir pour allumer le 4e... non. La 4e bougie? La 4e bougie. Je suis venu là, de Jérusalem à Tel Aviv. Ensuite, là, le jour après, je dois aller au travail, donc j'étais fatigué. Et j'ai rencontré encore une famille qui connut mes parents. Ouais. Mes parents biologiques. Ouais. Donc je suis assis à côté d'eux. Je dis, écoutez, je dois revenir quand même. Il a dit, mais comment tu es venu? Tu dois revenir, reste avec nous. Mais je dis, je dois revenir parce que demain je dois au travail, je ne peux pas être avec vous. Et quand nous parlons, un monsieur passait devant nous. Un monsieur que je n'ai jamais vu. Okay. Et ce monsieur dont je parlais, il a dit à ce monsieur qui est passé, écoute, tu habites à Jérusalem? Il a dit, oui. Tu as la place dans ta voiture? Oui, bien sûr, je suis seul. Est-ce que tu peux le prendre, ce juif? Il a dit, oui, bien sûr. Une demi-année. Et après une demi-année, je suis entré dans sa voiture. Et la première chose, quelle langue? En quelle langue parler? Oui, il a anglais et ivrite. Je dis, écoute, c'est plutôt ivrite. Mon anglais est horrible. Ivrite, gamme. Yoter. Yoter tov. Yoter tov. Et nous passons dans la route. Et je commençais tout de suite de parler que je n'ai aucune trace de ma famille, de la famille... De ma mère. De ma mère. La famille de mon papa, mais je n'ai personne de ma mère. Je sais que les Juifs, que le massacré en Lituanie, mais peut-être les Juifs étaient partout. Il m'a appelé, il m'a demandé comment s'appelait ta mère, Mishpacha, Shem Mishpacha. Alors j'ai répondu, Wojciechowski. Wojciechowski, c'était, voilà, c'est le grand-père. Wojciechowski. Quand je dis Wojciechowski, il a crié, répète. Alors j'ai répété. Silence dans la voiture, je vois, il pleure. Il pleure. Il a dit, peut-être moi je suis Mishpacha Shelcha. Waouh! Il a commencé à parler très vite. Dans le téléphone, je n'ai rien compris, parce que c'était... Nous sommes arrivés à Jérusalem, j'habitais en Martef, dans le Ibn Gvirol. Il m'a laissé, il habite à Haradar. C'est Eitan Kowarski. Il est Orehdin ici à Jérusalem. Il a dit, écoute, dans quelques minutes, je te téléphonerai, je dois quand même examiner Sefer Zikaron, je ne peux pas te dire le shtuyot. Et alors, dans 15 minutes peut-être, il me téléphone, j'accroche, il a crié, Yaakov, yesh lecha mishpacha gdola ba'aretz, mitzat ima. Vous avez une famille immense du côté de votre maman en Israël. Oui, je dis, mais comment tu as deviné tout de suite? Il a dit, c'est bien simple. Entre nous, il y a une différence, une génération. Donc, il a dit, ma grand-grand-mère et ta grand-mère, c'était le cerf. Incroyable.
Voilà. Ah, c'est fou. Voilà. Donc, vous avez non seulement retrouvé la famille de votre père, du côté de votre père, mais aussi du côté de votre mère. De ma mère, et maintenant, je partout la famille. Ouais. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites de vos journées? À quoi occupez-vous votre temps? Et est-ce que ça vous manque ou est-ce que c'est une continuité normale de plus être prêtre, d'être redevenu juif? Vous savez, ça n'était jamais normal. C'est vrai. Jamais normal. Donc je pense écrire mon autobiographie, mais donner le titre « La vie n'est pas normale, mais heureuse ». Mais heureuse, quand même heureuse. Vous habitez Jérusalem aujourd'hui? J'habite à côté du président d'Israël, à la Rehov Hanassi. Il y a Diur Mugan, c'est Palmach, Diur Hanassi. C'est à côté des musées d'Islam. Ouais. Vous étudiez la Torah, qu'est-ce que vous faites de vos journées? Je travaille, écoutez, travaille de 7h jusqu'au 2 chaque jour. Et après, je suis vieux, donc je dois un peu me reposer. Qu'est-ce que vous faites comme travail aujourd'hui? Je travaille maintenant aux archives, donc tout ce de Yad Vashem. De Yad Vashem. D'accord. Mais quand même, j'ai le shiur d'ivrit 2 fois par semaine. 1 fois par semaine, j'ai shiur chez le Raf Rubin, j'ai le cours de Yehadut, on peut dire. J'ai commencé faire comme Ulpan Giur avec Madame Rachel Strenger, parce que je suis décidé, si je ne peux pas recevoir comme juif, j'ai commencé de faire Ulpan Giur. Ah, vous l'avez fait quand même? J'ai commencé, mais comme on a fait le Totsaot DNA. Oui, comme vous avez fait votre test de l'ADN qui prouvait que vous n'en aviez pas besoin. Que je suis juif. Alors vous avez fait votre bar mitzvah aussi? Oui, le 4. C'est Yad Vashem qui m'a proposé, bien sûr, que j'ai ouvert mes bras, j'ai reçu, donc j'avais... Vous aviez quel âge? 13. 73? Non, j'ai 13. Ah, vous avez 13 ans, c'est 77. Ouais, ok. C'est 13. Sheva, pas mal. Veshesh. Pas mal. C'est 13. Ok. Oui. Donc 76 ans, vous avez fait votre bar mitzvah. Mais écoutez, quand je suis venu chez moi, je pleurais bien sûr parce que la meilleure chose que j'aime, que je peux faire, c'est pleurer. Je pleure. Très souvent, je pleure. Peut-être ma mère a pleuré beaucoup. Quand elle était enceinte, elle m'a laissé beaucoup de larmes. Et de toute façon, quand je suis revenu chez moi, après Bar Mitzvah, j'ai dit, mais qu'est-ce que cela veut dire dans mon âge? Shivim Veshesh, Bar Mitzvah. Ça fait le gosse quand il a 13. Mais j'ai dit, Sheva, Veshesh. Ça fait 13. Ça fait 13. Exactement. Alors, quand j'avais 13 ans, j'avais peur d'être juif. Et je pense que le Dieu d'Israël a rigolé. Il a dit, oui, petit juif, j'ai encore le temps. Ouais. Il a fallu jusqu'au 77 recevoir. Vous êtes fier aujourd'hui? Bien sûr. Ouais. Bien sûr, je suis fier juif. Un juif fier. Ouais. Voilà, c'est ça. Alors, vous avez une vie vraiment rocambolesque. Il faut dire quand même que vos parents adoptifs, vous avez tenu à ce qu'ils soient cités et ils sont des justes aujourd'hui. Oui, ils sont des justes. Des justes parmi les nations. Parce que c'était quand même... C'était mon papa et ma mère. Je ne pense pas, même quand je dis les parents adoptifs, je sens que c'est pas vrai. Et on comprend combien le chemin a dû être difficile parce que changer d'identité, quelque part, c'est renoncer à une autre, mais vous avez à peu près réussi à concilier les deux. J'ai réussi tout. J'ai encore ma sœur en Pologne. Ouais. Votre sœur adoptive. Ma sœur adoptive en Pologne. Donc. Avec qui vous avez contacté, vous êtes resté en contact Bien sûr, chaque année je vais en vacances chez elle. Et encore, quand il y avait par exemple le bar mitzvah ici, elle vient ici. Elle est venue pour votre bar mitzvah? Quelquefois. Non. Pas pour votre bar mitzvah, non. Mais pour bar mitzvah de ma famille. Elle ici. vient. Elle était. Ouais. Elle aime Israël aussi.
Bon, en tout cas, une belle histoire. Voilà, on tenait à la raconter aujourd'hui, tout particulièrement. Merci beaucoup, Yaakov Wexler, Yankele, comme on dit. À très bientôt. Merci. De rien. Ciao. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Alia Story, c'est vous, c'est nous.